Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui une vidéo capsule sur l'insuffisance cardiaque, résistance aux diurétiques. La résistance aux diurétiques présente plusieurs définitions. Il peut s'agir de définitions qualitatives, mais aussi de définitions quantitatives basées soit sur la diurèse, soit sur la natriurèse. Et globalement, on peut retenir deux définitions. Soit une diurèse qui n'est pas relancée et qui reste inférieure à 0,3 ml par kilo par heure dans les suites d'une prescription de diurétique de Lens. La deuxième définition, c'est une natriurèse qui ne dépasse pas les 50 millimoles par litre dans les suites d'un bolus de diurétique de Lens. Il faut savoir que la résistance aux diurétiques est multifactorielle. Tout d'abord, tout commence par la congestion cardiaque qui va entraîner par contiguïté une congestion splanchnique et donc une stase. La stase digestive va être responsable de la diminution de l'absorption digestive des diurétiques à ce niveau, donc une réduction de leur efficacité. D'un autre côté, devant la baisse du débit cardiaque et éventuellement la présence d'une hypovolémie, il existe aussi une réduction du flux sanguin rénal. Et la réduction du flux sanguin rénal est responsable de la réduction du flux au niveau du néphron. Le néphron, c'est cette entité fonctionnelle, c'est l'unité fonctionnelle au niveau du rein. Elle est composée par un glomérule, comme vous voyez ici sur la figure par la gauche. Après le glomérule, ils vont se succéder les différents segments des structures tubulaires qui vont contribuer à la composition et à la variation dans la composition des urines tout au long de son passage à travers ces différentes structures tubulaires jusqu'à l'abouchement final au niveau du tube collecteur avant de joindre les cavités rénales. On commence au niveau du glomérule, c'est le siège de la filtration glomérulaire. Par la suite, les urines primitives vont être déversées dans le premier segment qui est le tube contourné proximal. C'est à ce niveau que sont réabsorbés 65% du sodium urinaire. Une grande majorité de sodium urinaire est réabsorbée à ce niveau, au niveau du tube contourné proximal. Les urines passent ce segment et ils vont atteindre le deuxième segment qui est la anse de Henle, ou ce qui figure ici sur la figure en bleu, sous forme d'une anse, et plus précisément au niveau de la branche ascendante de cette branche, ou au niveau de la branche ascendante de cette anse, où seront réabsorbés 25% du sodium. Ceci est le site d'action des diurétiques de Lens. Les diurétiques de Lens vont bloquer le récepteur Na+K+ de Cl- sur le versant luminal des cellules tubulaires. Donc, ça sous-entend qu'il faut qu'il soit filtré ou bien sécrété au niveau des urines pour pouvoir avoir une efficacité. Alors que les diurétiques de Lens sont faiblement filtrés par le glomérule. Donc, ça explique pourquoi il faut que les doses soient importantes pour donner une efficacité, une action au niveau du versant luminal de ces cellules. Une fois on dépasse la anse de Henle, arrive le tube contourné distal. C'est le site d'action des diurétiques thiazidiques. Par la suite, le tube collecteur, site d'action des diurétiques épargneurs de potassium. En cas d'insuffisance cardiaque et sous imprégnation des diurétiques de Lens d'une façon chronique, je vous rappelle qu'ils agissent au niveau de la branche ascendante de la anse de Henle, qui vont augmenter la natriurèse à ce niveau. Cet effet permanent va donner un effet en amont et un autre effet en aval d'une façon chronique. Ce sont deux effets réactionnels. En amont, qu'est-ce qui va se passer suite à cette augmentation de la natriurèse à ce niveau? En amont, il va se passer une augmentation de la réabsorption de sodium au niveau du tube contourné proximal, plus précisément, qui va passer chez l'insuffisant cardiaque de 65% jusqu'à 75%. Et l'effet que vont donner les diurétiques de Lens en aval, par réaction,
C'est une hypertrophie compensatrice des cellules du tube contourné distal. Site d'action des thiazidiques, ça explique la grande efficacité des thiazidiques chez les insuffisants cardiaques. Tout ça pour essayer de rétablir la natriurèse. De plus, quand on prescrit ou on donne des diurétiques de Lens, il se produit un phénomène immédiat, c'est la rétention sodique post-diurétique par action directe sur le système rénine-angiotensin. Ça explique pourquoi chez les patients qui gardent un apport en sel qui est élevé même sous diurétique, il se produit une résistance, parce que si l'apport en sel va rester équivalent à la natriurèse, ces diurétiques vont être complètement inefficaces. Tout ceci pour vous expliquer que chez l'insuffisance cardiaque, sous l'effet des diurétiques, le néphron n'est plus le même et il subit ce qu'on appelle un remodeling néphronique avec une hypertrophie de certains fragments qui vont assurer une augmentation de la réabsorption de sodium, justement. Et cette réabsorption de sodium, c'est vraiment la pierre angulaire de la résistance aux diurétiques. Et quand on regarde la pharmacodynamique des diurétiques, on observe l'effet suivant. Vous voyez sur la courbe de gauche, c'est la pharmacodynamique des diurétiques selon la voie d'administration. Vous voyez que pour la voie intraveineuse, ça donne un effet immédiat, rapide, intense et de courte durée, alors que pour la voie orale, c'est plus tardif et moins intense, ce qui nous incite, pour avoir plus d'efficacité, à utiliser la voie intraveineuse et à répéter les prises. Vous allez me dire, mais c'est à quelle dose qu'on va donner ces diurétiques de Lens par voie intraveineuse? La réponse se trouve sur la courbe de droite en haut, qui va avoir un aspect exponentiel, c'est la fraction de sodium excrété ou l'efficacité en fonction de la dose de diurétique. Et vous voyez que ça évolue selon une forme exponentielle. Il faut monter les doses de diurétique jusqu'à atteindre un plateau d'efficacité, au-delà duquel ça ne sert plus à rien de monter les doses, mais le seul risque va rester la collecte d'effets indésirables. Vous voyez cette courbe exponentielle, elle va se trouver switchée vers le bas en cas d'insuffisance cardiaque. Donc, à la même dose de diurétique, on est moins efficace. Pour récapituler, la prise en charge de résistance aux diurétiques va passer par plusieurs étapes. Première étape, c'est éliminer les fausses causes de résistance, c'est-à-dire un état de choc cardiogénique, ou bien une hypertension artérielle mal contrôlée, une valvulopathie décompensée, une insuffisance cardiaque droite ou une péricardite congestive. Ça donne une inefficacité des diurétiques, mais en fait, ce n'est pas une résistance aux diurétiques. Le deuxième point sur lequel il faut agir, c'est qu'il faut optimiser le volume sanguin rénal. Comme on l'a vu tout à l'heure, une diminution du volume sanguin rénal va donner une diminution de l'efficacité des diurétiques. Troisième palier, il faut mettre les diurétiques de Lens à forte dose par voie intraveineuse et les répéter régulièrement selon l'évolution clinique. Et il faut adapter les doses selon le débit de filtration glomérulaire. Si le débit de filtration glomérulaire est bas, il ne faut pas hésiter à donner de fortes doses initialement et à aptitrer ou à augmenter progressivement les doses de diurétiques de Lens selon l'efficacité recherchée. En cas de résistance, il faut associer les autres types de diurétiques. Les thiazidiques ont une grande efficacité puisque les cellules sur lesquelles ils vont agir sont en hypertrophie compensatrice chez l'insuffisance cardiaque. Et puis, donner les diurétiques qui agissent sur le tube contourné proximal, comme l'acétazolamide, et garder en tête la technique de l'ultrafiltration, qui est une technique qui utilise des générateurs qui ressemblent aux générateurs de dialyse, mais l'objectif, ce n'est pas de filtrer les toxines uréniques, mais de filtrer l'excès de volume. Que disent les guidelines? Les guidelines reprennent tout ce qu'on vient de dire. En cas de résistance, il faut donner des diurétiques de Lens par voie intraveineuse, répéter les doses. C'est les guidelines européens de 2021, mais aussi plus récemment les guidelines américaines de 2022 qui préconisent aussi d'associer les autres diurétiques et notamment le dernier en date qui n'est pas un diurétique mais qui a une action préférentielle au niveau du tube contourné proximal, c'est les inhibiteurs des SGLT2 puisqu'ils ont une action directe sur le blocage du corécepteur Na+ glucose au niveau du tube contourné proximal. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le tube où se passe le maximum de la réabsorption de sodium. Donc, un blocage de ce récepteur
va donner une augmentation importante de la natriurèse. Natriurèse augmentée qui va passer à travers les structures tubulaires jusqu'à arriver aux segments distaux des tubules du rein. Et là, il se produit un rétrocontrôle tubulo-glomérulaire qui va, dans les suites de la détection de cette natriurèse élevée, va entraîner une mise au repos du glomérule. Et c'est par ce biais-là que les inhibiteurs des SGLT2 sont néphroprotecteurs. Je vous remercie.